Donc, tout d'abord, je remercie Franck Opa pour m'avoir invité à ce colloque dans lequel j'apprends plein de choses et j'espère surtout que dans le futur, on pourra travailler ensemble, en particulier pour tous les aspects réglementaires. Donc, je vais vous présenter brièvement. Mon diaporama est un peu long, mais je vais sauter quelques diapositives. Le centre 3R. Alors, avant de présenter le centre, donc là, il va peut-être avoir des redites avec ce qui a été dit précédemment, donc j'irai peut-être un peu plus vite. Je veux donner le cadre éthique dans lequel ce centre a été, qui sous-tend en fait la création de ce centre, et qui est l'éthique animale et la recevabilité d'utilisation d'animaux à des fins scientifiques. Et ce cadre éthique repose sur deux principes qui peuvent être présentés sous la forme d'une balance coût-bénéfice. Et ces deux principes, c'est les bénéfices sociétaux et le bien-être animal. Donc en fait, pour qu'une recherche soit éthique, il faut essayer de minimiser au maximum le coût pour les animaux utilisés. Ce coût, donc voire même abolir l'utilisation d'animaux. Et ce coût, il vient des procédures scientifiques et de leurs effets, mais également des conditions d'élevage et du transport. Et puis, donc, ce coût doit être contrebalancé par des bénéfices pour la science et la société, en générant d'une part des nouvelles connaissances scientifiques et aussi des bénéfices en améliorant la santé et la sécurité des humains ou des animaux. Donc, en fait, l'éthique est une réflexion argumentée en vue du bien agir et elle définit des règles de conduite. Et le principe des 3 R permet de fixer ces règles de conduite. Donc, comme il a été déjà dit précédemment, donc c'est le principe des 3 R sert à fixer les lignes de conduite pour l'expérimentation animale. Il a été proposé par Russell and Birch à la fin des années 50 et donc c'est remplacer, réduire, affiner. Je vais très rapidement donner quelques concept par rapport à ces 3 R. Avant de commencer à parler des 3 R, je voulais juste donner les statistiques 2020 pour l'utilisation d'animaux à des fins scientifiques en France. Donc, ça concerne tous les vertébrés et les céphalopodes. Et vous voyez que la grande majorité des animaux utilisés sont des rongeurs, donc des souris essentiellement. Et donc, si on met souris et rats, on a plus de 70%, et représente à peu près 70% des animaux utilisés. Maintenant, lorsqu'on regarde à quelle fin ils ont été utilisés, vous voyez que la recherche fondamentale et la recherche appliquée présentent une majorité de l'utilisation et que le réglementaire ou les obligations législatives et réglementaires présentent à peu près 30% des animaux utilisés en France. Donc, pour revenir au principe des 3 R, donc le premier principe est remplacé, et c'est la première question qu'on doit se poser quand on commence un projet et qu'on veut répondre à une question scientifique, c'est est-ce que je peux remplacer l'utilisation d'animaux ? Et donc, qu'est-ce qu'on entend par remplacer? C'est toute méthode expérimentale qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants, à savoir toutes les méthodes en culture, donc comme ce qui vient d'être brillamment présenté précédemment, donc des cultures 2D ou 3D, ou des organes on chip, etc. Mais également la modélisation et la simulation en utilisant des ordinateurs et l'intelligence artificielle. Par remplacement, on entend aussi ce qu'on appelle le remplacement relatif, qui est l'utilisation d'organismes modèles qui ne font pas partie de la législation, donc des invertébrés non céphalopodes. Et donc, je vous ai présenté ici 2 modèles, qui est C. elegans ou la drosophile, et donc l'utilisation de ce type de modèle est vertueuse en termes de remplacement. Mais il ne faut pas aussi oublier les produits issus d'animaux. Donc, les plus connus sont les anticorps, mais là, j'ai voulu illustrer, parce que je parlais de culture 2D, 3D, de produits animaux utilisés lors de culture de cellules in vitro. Et vous le savez probablement, c'est que pour cultiver les cellules, on a besoin d'une matrice extracellulaire et pour plus de 90% des cas, la matrice utilisée est du matrigène qui est produit chez la souris. On utilise aussi couramment du sérum de veau fœtal produit chez les bovins. Donc, le remplacement total, il sera effectif lorsqu'on remplacera également ce genre de produit. Donc, lorsqu'on ne peut pas remplacer, et si ce n'est pas possible pour répondre à la question scientifique, il faut absolument réduire. Et qu'est-ce qu'on entend par réduction? C'est utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre évidemment le même objectif scientifique.
donc c'est-à-dire optimiser la quantité et la qualité des informations obtenues par animal. Et enfin, dès qu'on utilise des animaux, on doit raffiner. Donc le raffinement est vraiment le prérequis de toute expérimentation animale et il vise d'un côté à minimiser la douleur, la souffrance et la détresse et augmenter le bien-être. Et donc, ce qui est très important là, c'est qu'il faut mettre plutôt, maintenant, les gens réfléchissent en augmenter le bien-être plutôt que minimiser la douleur. Il faut avoir un aspect positif par rapport à l'utilisation des animaux. Et aussi aller vers des stades de développement moins sensibles lorsqu'on le peut. Donc là, c'est juste un petit schéma pour résumer ce que je vous ai dit. Donc, quand on se pose une question scientifique, est-ce que je peux remplacer? Oui, non. Donc oui, je remplace. Non, je réduis. Et de toute façon, que je puisse réduire ou pas, je raffine. Donc, pour revenir à ma première diapo, en fait, ce principe des 3 R est surtout lié au bien-être animal. Et pour que la recherche soit éthique, il faut qu'il soit contrebalancé avec ou associé avec une valeur et une qualité scientifique. Et parce que tout résultat scientifique qui n'est pas fiable, et là on peut parler de robustesse, si les résultats ne sont pas fiables, alors il n'y a pas de bénéfice pour la recherche et la recherche est non éthique. Et donc, pourquoi cette question de robustesse est extrêmement importante, puisque depuis quelques années, il a été montré qu'il y avait une crise de la reproductibilité qui a été mise en évidence, entre autres, par un sondage fait par la revue Nature en 2016, qui montre fait auprès de 1600 chercheurs à peu près, et qui montre que pour 90% des personnes interrogées, il y a un problème de reproductibilité dans la science. Et ça, c'est très dommageable pour la réputation de la recherche et la recevabilité de l'expérimentation animale. Donc, quels sont lorsqu'on a posé la question aux chercheurs qui ont répondu à ce sondage, quelles pouvaient être les causes ou les facteurs contribuant à cette faible reproductibilité, il y a un certain nombre de causes qui sont liées au design expérimental et au reporting, ou ce qu'on va appeler la transparence. Donc, en fait, le principe des 3 R est un principe qui est en évolution, et donc aux 3 R historiques qui sont plus liés au bien-être animal, différents auteurs ont rajouté d'autres R ou d'autres lettres, voire des V. Donc, ici, dans le cas de Stretch et Dirgal, il a été proposé de rajouter des R liés à la valeur scientifique et notamment la robustesse. Et donc, pour avoir une recherche éthique, il faut à la fois tenir compte du bien-être animal, mais également de la valeur scientifique. Wurbel a aussi montré, ça veut dire à peu près la même chose, mais lui, au lieu de proposer 3 R, il a proposé 3 V. C'est les 3 V de la validité, qui sont Construct Validity, c'est le modèle, est-ce qu'il est valide pour répondre à l'objectif scientifique. Internal Validity, ça a à voir avec le design expérimental, est-ce qu'il est adéquat. Et External Validity, c'est la généralisation des conclusions à d'autres animaux et à l'homme. Donc, comme vous voyez, la prise en compte de la valeur scientifique est vraiment en train d'évoluer et est inclus au principe des 3 R. Et donc, nous, on va essayer d'inclure aussi la valeur scientifique dans les missions du centre 3 R. Donc, avant de vous présenter le centre, juste pour vous, ça a déjà été évoqué un peu, de dire que les 3 R sont dans la législation européenne, donc je ne vais pas y revenir. Je ne vais pas vous parler de la directive, mais en France, l'implémentation des 3 R, elle se passe pour l'instant par les comités d'éthique qui assurent le respect théorique du principe des 3 R et par les structures de bien-être animal qui s'assurent de la mise en pratique des 3 R. Et depuis, donc dans la loi de programmation de recherche de 2020, il a été stipulé la nécessité d'un centre national dédié à l'implémentation des 3 R et probablement aussi sous l'analyse de Franck Coppa avait aussi mis en avant cette nécessité de ce centre national. Et donc, ce centre a été créé en novembre 2021. Vous avez représenté ici les membres fondateurs de ce centre, donc l'INSERM, le CNRS, l'INRAE, le CEA, l'Institut Pasteur, l'INRIA, et 2 regroupements d'universités, l'UDIS et France Université, ainsi que 2 ministères de tutelle. Donc, ce centre est à l'école vétérinaire à Maison-Alfort et il est doté pour l'année 2022 d'un budget de 1 million d'euros. Donc, quels sont les 2 objectifs principaux de ce centre sont d'une part de fédérer tous les acteurs de la recherche
autour du principe du 3R, et d'autre part, c'est ce que je viens de vous dire, de faire une recherche de meilleure qualité de façon plus éthique. Donc, je vais rapidement passer sur la gouvernance. Donc, ici, vous avez représenté donc le FC3R avec le comité de pilotage et un représentant de chaque membre fondateur. Le bureau opérationnel, donc maintenant, nous sommes 6 personnes et on sera 7 à partir du mois prochain. Et pour pouvoir fonctionner, le FC3R est doté de 2 comités qui vont l'aider à son fonctionnement et à ses missions. Le comité scientifique a un rôle extrêmement important, donc vous avez la composition ici, et donc certains membres, dont Madame Gerdine Romer, font partie, enfin qui ont présenté aujourd'hui, font partie de ce comité scientifique. Donc il y a des personnes spécialisés dans la modélisation des statistiques, la toxicologie, les méthodes substitutives, mais également des organismes modèles vertébrés, invertébrés et également un éthologue. Et puis, il y a un conseil d'orientation et de réflexion qui est plus un think tank sur les questions d'expérimentation animale et d'éthique animale. Et le président de ce think tank est Louis Schweitzer. Et vous avez ici la composition extrêmement diverse de ce conseil, avec des représentants des sciences humaines et sociales, des représentants de la société civile et en particulier des associations de protection des animaux et des scientifiques de différentes spécialités. Donc, le FC3R existe dans un écosystème et donc il ne va exister parce qu'il n'existe que en communiquant et en travaillant avec les organismes de recherche, avec le GICOR, la société civile, le monde de la recherche, différentes associations dont Francopa et les comités d'éthique et l'Europe. Donc, je vais vous présenter brièvement les 4 missions principales du GIS-FC3R et qui sont l'ingénierie de projet, les formations, le financement de projet, la communication. Donc, pour exister, en fait, le FC3R existe par le biais d'un site internet qui a été mis en ligne au mois de juin dernier, que je vous invite à aller visiter. Vous avez l'adresse ici. Et donc, la première mission, qui est l'ingénierie de projet, elle est extrêmement importante puisqu'elle va permettre d'augmenter la robustesse et la qualité scientifique des études. Donc, l'idée, c'est qu'on accompagne les chercheurs tout au long de l'élaboration de leur travail de recherche et de l'élaboration de leur projet scientifique. Donc, tout d'abord, en commençant par le début, c'est-à-dire le choix du modèle pour répondre au mieux à la question scientifique, donc en mettant à disposition un certain nombre de ressources, donc c'est pas du tout exhaustif, hein, pour avoir le meilleur modèle in vitro, donc par exemple le GDR organoïde et d'autres. Également, mettre à disposition des réseaux, par exemple, on va faire la publicité du réseau EFFOR, qui est un réseau extrêmement important pour tous les organismes modèles. Et ceci permettra de pousser les chercheurs à aller vers un remplacement relatif. La deuxième partie d'ingénierie de projet, c'est l'assistance au design expérimental. Donc ici, vous avez les piliers du design expérimental, qui est la taille des échantillons, la randomisation et le double aveugle, le blinding. Et donc, on va mettre à disposition un certain nombre d'outils qui existent déjà, et entre autres, faire la publicité de l'EDA, qui est l'Experimental Design Assistant, qui est un logiciel extrêmement puissant qui a été développé par le NC3R pour tout ce qui est design expérimental. Et il y a une version française de l'EDA, un peu moins puissante, mais beaucoup plus facile à utiliser, qui s'appelle Shade, et qui a été développée par l'Institut Pasteur. Donc, dans le design expérimental, je voulais juste faire un petit aparté. En fait, finalement, nous, on va essayer de faire passer quelques idées, en particulier le rôle de la prise en compte de la variabilité biologique et donc de dire que finalement, standardiser à outrance, c'est pas forcément une bonne chose en termes de robustesse de ce qu'on va avoir ensuite comme résultat. Entre autres, prendre en compte la variabilité biologique, qui peut être le sexe, l'âge, le fond génétique, l'hébergement, etc. Et donc là, je vous donne l'exemple du fait de la nécessité d'utiliser les 2 sexes lorsqu'on fait des études utilisant des animaux, puisque, comme vous le savez, il y a un énorme biais. La plupart des études sont faites sur des souris mâles et que ça pose un réel problème au niveau de la santé des femmes.
Donc ensuite, nous allons promouvoir tout ce qui est pré-registre des projets. Donc ici, je vous donne l'exemple d'un site allemand qui s'appelle Animal Studies Registry, qui est extrêmement utile, dans lequel on peut déposer son protocole et ses résultats. On peut éventuellement soumis à un embargo, mais ça c'est extrêmement important pour la transparence et pour le partage des données. Mais également des journaux comme PLOS Biology font des pré-registres pour la soumission des études. Donc, on soumet un projet, on fait ensuite les expériences. Donc, si ce projet est validé, on fait les expériences et le journal s'engage à publier les résultats, l'étude, quels que soient les résultats. Et donc là, c'est une action, pour finir, une action plus spécifique au FC3R. Donc, on est en train de réfléchir. Donc, c'est pas encore opérationnel, mais on espère que ça le sera au début 2020, enfin en 2023. On essaie de mettre en place une plateforme de dépôt de données non publiées, et donc ou de résultats dits négatifs. Et l'idée, c'est de faire un format extrêmement court qui sera validé par le comité scientifique du FC3R, et afin de pousser ou en tout cas d'inciter les chercheurs et les étudiants à déposer des données non publiées. Nous allons faire la promotion de ce format auprès des écoles doctorales et des instances d'évaluation. Et donc là, je vous ai mis un article de Que Choisir pour vous dire que le grand public attend aussi ça, qui parlait de l'expérimentation animale. Et vous voyez que le partage des données entre les laboratoires ou la publication des résultats négatifs font partie des moyens permettant d'éviter les expérimentations inutiles. Donc, en fait, la société attend aussi ça. Donc, la deuxième mission du FC3R, c'est la formation. Donc, c'est faire connaître toutes les offres de formation existantes, enfin, la plupart des offres de formation existantes au niveau national et à l'international. Et aussi d'intégrer des réseaux des centres 3R européens. Et donc, c'est ce que nous avons fait en intégrant l'action COST, qui est une action européenne de coordination scientifique. Et l'action que nous avons intégrée s'appelle IMPROVE, pour 3R's Concepts to Improve the Quality of Biomedical Science. Donc, on va également promouvoir l'émergence de formations dans des domaines de carence, et également l'harmonisation des approches en essayant de mettre à disposition un guide des bonnes pratiques. La troisième mission, et là c'est une mission extrêmement importante pour faire changer les choses, c'est le financement de projets. Et vous voyez que la grande majorité de notre budget est dédiée aux appels aux projets et aux prix. Donc près de 700 000 € sont dédiés à cela. Donc, nous avons lancé 2 appels à un projet en 2022. Le premier, qui s'appelle 3R en France, initiative collective, outils de partage, est clos depuis la fin du mois de septembre. Nous avons 51 projets déposés et les résultats vont être rendus publics à la fin de cette semaine ou début de la semaine prochaine. Donc, nous allons financer entre 5 et 8 projets avec 50 000 € maximum pour 1 ou 2 ans. Donc ici, vous avez la page de notre site qui est dédiée au financement de projet, et là, le formulaire en ligne pour pouvoir déposer votre projet. Donc, le deuxième appel à projet pour 2022 est dédié au remplacement. Il s'appelle « Remplacement alternative aux modèles animaux et produits d'origine animale en recherche ». Donc, je vous invite à postuler à cet appel à projet. La clôture est le 30 novembre, donc il vous reste une semaine. Et encore une fois, on pourra financer des projets jusqu'à 50 000 € pour 1 ou 2 ans. Et donc, encore une fois, ça c'est une attente très importante de la société qui, encore une fois, dans cet article de Que Choisir, vous avez écrit qu'au-delà de l'aspect répressif, la protection des animaux passera par un budget important accordé aux méthodes substitutives. Alors, le prévisionnel pour les projets, les appels à projets en 2023, donc il n'est pas encore définitif, mais là, c'est pour vous donner une idée des directions dans lesquelles nous voulons aller. Nous voulons faire un appel à projets pluridisciplinaire ciblé sur les approches numériques, et également avoir un appel à projet 3R sur tous les 3R, donc pour toute méthode de recherche permettant de mieux respecter la règle des 3R en général. Nous avons aussi, nous voulons mettre en place 2 prix 3R, un à destination des PI et un à destination des zootechniciens et des ITA en 2023, et également un concours photo.
Donc, la dernière mission, c'est une mission de communication. Donc, comme je vous l'ai dit, la communication, enfin, je vous l'ai pas dit, mais en tout cas, la communication du FC3R est en priorité en direction du monde de la recherche, mais également en direction du public. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit, ça passe par notre site internet, qui est le guichet unique pour avoir un peu toutes les informations qui concernent le 3R. Nous avons aussi lancé au mois de novembre 2022 notre première newsletter et je vous invite à vous inscrire sur notre site. Et nous sommes également présents sur les différents réseaux sociaux. Donc, nous avons également la vocation à organiser ou aider à l'organisation de séminaires, colloques, rencontres pluridisciplinaires. Et donc là, je vous donne l'exemple de le dernier colloque que nous avons organisé avec l'INRIA qui s'intitulait « Le numérique peut-il servir à des démarche éthique appliquée à l'expérimentation animale ?» Donc, en conclusion, nous pensons que nous espérons que le FC3R apportera beaucoup de choses au monde de la recherche. Tout d'abord en améliorant l'éthique, en permettant l'adéquation avec les attentes de la société. Là, je vous ai mis la fiche du parti animaliste aux dernières élections pour dire qu'en fait, c'est quand même une préoccupation sociétale. Le FC3R vous apportera également des formations et des colloques, une guide des bonnes pratiques, une aide au design expérimental et une promotion de la science ouverte avec la publication des données non publiées et surtout le financement de projets. Et donc, on attend à ce que le monde de la recherche participe aussi à la vie du FC3R et le fasse fonctionner parce que en fait on est là pour vous, hein. Et donc on espère que vous allez jouer le jeu et partager des données et des codes, vous allez déposer des résultats non publiés sur notre plateforme, nous aider à répertorier des pratiques existantes, voilà, et surtout participer à des groupes de travail et aux expertises si on vous sollicite. Donc voilà, juste pour finir, moi j'aime bien finir par donc la devise du centre officiel, c'est pour une recherche responsable et innovante. Moi j'aime bien aussi la devise Less is more, qui a été rendue populaire par l'architecte Misandero, qui est le pape de l'architecture minimaliste, et qui définit l'architecture minimaliste en disant que moins de murs vont permettre d'avoir plus de lumière et plus d'espace. Et donc nous, ce qu'on espère pour nous, les scientifiques, c'est moins d'animaux pour plus de qualité scientifique et plus d'éthique. Donc je vous remercie. Donc, merci pour cette présentation. On a un petit peu de temps pour une demi-question, on va dire. Moi, donc Franceline avait évoqué tout à l'heure la publication des résultats négatifs en disant que c'était quelque chose d'important et donc on voit avec la publication, enfin, la plateforme que c'est dans les objectifs du FC3R. Et je rebondirai sur la discussion précédente également par rapport à pousser le monde de la recherche vers des processus de validation de tests et savoir si donc tu avais une idée de la raison pour laquelle ou quels étaient les freins à lever par rapport à cette capacité ou de conduire un processus de test vers ou un processus, une recherche vers qui se concrétiserait vers une validation de test. Alors, bon, moi, c'est pas vraiment ma spécialité. Moi, je viens de monde de la recherche, mais je viens plus de la recherche fondamentale. Mais ce qui a été dit tout à l'heure, moi, j'adhère. Je pense que ça passe aussi par une reconnaissance au niveau du cadre académique. C'est-à-dire qu'il faut que les chercheurs qui vont dans cette direction soient, enfin, en tout cas, que ce type de recherche soit soutenu et que il y ait des critères, des qualités aussi à cette recherche. Et nous, en fait, ce que nous, on pourrait amener, c'est éventuellement de faire un appel à projet qui serait plus dédié à la validation, potentiellement avec des partenariats avec des startups. Alors, par contre, le FC3R n'a pas vocation à financer des startups. Nous, on peut
que financer des laboratoires publics, mais qui pourraient s'associer avec des startups. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, de voir si notre budget est pérennisé pour 2023 et 2024, de proposer ce type d'appel à projet. Nous, on avait déjà réfléchi à faire un appel à projet avec partenariat d'un labo public avec du privé, start-up ou autre, sachant qu'on ne peut pas donner de l'argent au privé. Hein, donc ça, il faut que ce soit clair, on ne peut pas financer les start-up. Le COPIL a été très très clair là-dessus. De toute façon, on n'a pas le budget suffisant, mais on pourrait inciter, disons, les labos publics en leur donnant de l'argent pour aller chercher des partenaires privés et les convaincre de la nécessité de validation de certaines méthodes. Après, comme disait Francine, je sais pas si c'est Francine qui disait, mais enfin, en tout cas, il y a la réalité économique. Si les boîtes considèrent que ça ne concerne pas assez de patients, ça coûte trop cher, le développement coûte trop cher, voilà, ça sera pas fait. Mais ça, nous, on peut travailler du côté recherche, en tout cas, aider. Mais sinon, d'autres freins, bon, je ne veux pas avancer parce que j'ai pas encore étudié la question en détail, mais disons que nous, ce qu'on pourrait apporter, c'est éventuellement flécher des appels à projets sur cette thématique. Je pense que ça serait intéressant de le faire. Et on pourrait rediscuter avec vous pour voir comment monter ce type d'appel si notre budget est pérennisé. Une question Philippe Hubert voulait intervenir, Laure. Oui. Oui, bonjour. Ben, merci beaucoup de cet exposé. Et pour ce qui est justement des questions de validation, je pense qu'il y a deux sujets sur lesquels vous pouvez effectivement intervenir. Vous avez parlé des guides en termes de conception, de design expérimental, etc. Il peut y avoir une partie du guide qui porte sur comment archiver les choses, comment construire le data records et tous ces éléments-là de façon à ce que ce soit réexploitable et comment aussi, par exemple, mettre en place vérifier que c'est transférable, si ce n'est d'un labo à l'autre, du moins d'un opérateur à l'autre au sein du labo. C'est quelque chose qui, quelquefois, n'est pas fait. Et rien que cette chose relativement simple peut être très utile. Donc ça, je pense que ça peut faire partie d'un guide. L'autre point, c'est le financement des labos publics. Dans les labos publics, souvent, il n'y a pas de financement qui soit vraiment facile à mettre en place on travaille pas mal avec des labos publics dans Pepper, et pour avoir le technicien, la personne en intérim ou avec un statut quelconque qui permettent de rentrer dans des logiques de répétition qui sont peu valorisables au point de vue scientifique. En fait, quand il s'agit de refaire 10 fois de suite la même chose, bon, ça peut faire partie éventuellement d'un soutien au laboratoire. Je parle bien des laboratoires publics à ce moment-là. Oui, enfin juste pour répondre, effectivement, de faire un guide là vous parlez d'archivage et de rendre les données transférables, c'est le principe du FAIR, F-A-I-R, j'imagine. Oui. Donc effectivement, c'est une très bonne idée, c'est-à-dire si on peut faire un guide pour comment inciter les gens à avoir des codes simples d'utilisation, parce qu'il y a les données, mais il y a aussi les codes. Donc avoir des codes simplifiés et qui sont utilisables sur toutes les machines, et la même chose pour les données. Ce qu'on rencontre souvent, nous, c'est des gens qui ont développé des méthodes et puis finalement, ils n'ont pas très proprement archivé toutes leurs données historiques. Ouais. Et ça, c'est quand même très embêtant, alors que c'est des bonnes pratiques de data management telles que c'est poussé en avant dans la recherche en général. Quand même. Oui, ça, je le note. Merci beaucoup. Il y a une question dans le fil de discussion qui dit: le financement de projets passera-t-il uniquement par des appels d'offres? Oui, alors sinon, alors oui, pour 99,9%, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 700 000 euros, disons qu'il y aura 680 qui passeront pour les appels à projets. Parce que ça, on a besoin de transparence, on a un comité scientifique, ce n'est pas le FC3R qui décide
en tant que tel, c'est le comité scientifique, donc avec un président, et donc vous avez, si vous allez sur le site, c'est complètement transparent, il y a la composition du comité, etc. Donc, la grande majorité. Alors nous, après, on a une toute petite enveloppe pour financer 1 000 € pour aider à des guides des bonnes pratiques, mais c'est très ponctuel, on dispose de très peu d'argent. Voilà. Donc, je dirais, je vous pousse à aller regarder les appels à projets, à postuler, parce que c'est vraiment le canal principal. Sinon, en fait, on serait accusé de favoritisme. Hein. On est obligé, c'est par souci de transparence et d'équité. On a fait un comité scientifique, on lui fait confiance. Ils sont très bien. Et voilà, donc c'est eux qui vont décider pour la plupart des choses. En tout cas, pour les financements. Voilà, très bien, mais merci. Donc, on va arrêter là pour cette matinée. Et donc, merci à tous pour vos présentations et aussi pour votre écoute et pour vos participations. Et donc, on reprendra à 13h15.